Yitzhak Levanon, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Je vous ai proposé de parler de diplomatie. Nous allons en parler dans quelques instants, mais tout de même, puisque nous avons la chance de vous parler ce matin, une estimation sur ce qui se passe dans la bande de Gaza. Vous avez le sentiment qu'on est à la veille d'un nouveau round de militaires du type de bordure protectrice après ce qui s'est passé au cours des derniers jours? C'est probable qu'on est très proche de cela, mais à mon avis, il faut faire tout le possible pour l'éviter. Parce que ça ne sert à rien, ni du côté israélien, ni du côté de Hamas et des Palestiniens. Le vrai problème, c'est que le Hamas lui-même, il est en train de jouer avec nous ce jeu, oui, parce qu'il veut enquiquiner l'autorité palestinienne. Et nous, on n'est pas dans ce jeu-là. Pour Israël, ce qui touche à la sécurité de la population, nous, on a pas seulement le droit, mais la responsabilité aussi de protéger nos citoyens. Et donc vous dites le Hamas essaye de nous tendre un piège et c'est la raison pour laquelle on l'a vu durcir le ton avec une certaine chutzpah, on peut dire même. Oui, ça fait un bon bout de temps qu'il est en train de jouer ce jeu-là. Et on voit apparemment de façon très claire comment Mahmoud Abbas, le président de l'autorité palestinienne, n'est en train de rien faire en ce qui concerne Gaza. Même pas payer, par exemple, les salaires. Il ne pas payer l'électricité. Il demande à Israël de ne pas donner tout ça à la bande de Gaza. Donc, ce jeu-là, Hamas n'a rien à perdre en face de l'autorité palestinienne, mais il a beaucoup à perdre en face d'Israël. Alors, Yitzhak Levanon, nous voulions vous parler de ce développement important qui est intervenu il y a maintenant 36 heures avec la décision des États-Unis de se retirer du Conseil des droits de l'homme, de ce, on va dire, tristement célèbre Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Cette décision, on va dire, on a le sentiment qu'elle s'inscrit dans une sorte de politique, de stratégie assez constante de la part de l'administration Trump, c'est-à-dire une sorte de volonté de délégitimer, on va dire, certaines des instances de l'ONU. Est-ce que c'est bon pour Israël, ce type de décision? Pour être tout à fait franc avec vous, Daniel, la question elle est un peu plus compliquée que cela. Et en tant que personne qui a vécu pendant 4 ans dans ce conseil et qui a été partie prenante dans la création de ce conseil, oui, parce qu'avant c'était un comité, c'est ça, oui. Je crois que ce conseil, il est important du point de vue de protéger les droits de l'homme. Mais l'agenda interne, l'organisation interne, la façon de travailler interne de ce conseil, elle est très mauvaise pour Israël pour la simple raison que tous les pays du monde doivent être sujets à une critique ou contrôle ou, disons, façon de vérifier la question des droits de l'homme dans ces pays-là. Et seul Israël a un article spécial, je crois que c'est le numéro 7, dans son agenda, qu'on parle seulement d'Israël. Ceci veut dire, pratiquement parlant, c'est que tout le monde, lorsqu'on dit 2 journées de discussion, c'est pour tout le monde, oui, 140, 145 pays, et ensuite 2 journées seulement sur Israël. Donc, c'est biaisé, et c'est pas normal, il faut changer cela. À mon avis, les États-Unis n'auraient pas dû quitter le Conseil des droits de l'homme. Sinon, œuvrer de l'intérieur avec les amis, les Européens et les autres pour changer cette situation. Oui, mais on l'a vu, Yitzhak, Nikki Haley a fait plusieurs fois des mises en garde auprès de ce Conseil afin qu'il change justement son approche, et ça n'a apparemment pas servi le nombre de résolutions. Et Daniel, je n'ai pas dit que c'est facile, mais il y a un fait historique, c'est qu'il y avait une commission auparavant qui était mauvaise aussi. Et les Nations Unies ont décidé de changer le comité en conseil. Disons, lui donner beaucoup plus de poids. Oui. Genre conseil de sécurité, mais pas contraignant. Donc, oui, ils ont réussi à le faire. On a siégé pendant 1 an pour discuter. On a lutté pour qu'il n'y ait pas cet article. Donc, je crois que de point de vue technique, c'est possible de retourner à ce stade-là, de vérifier, de parler avec les Nations Unies. Pourquoi? Pour entamer un nouveau processus de discussion sur cet article-là et mettre Israël avec tout le monde. Et moi, je n'ai rien contre, par exemple, que Israël fasse face à une critique de la part du Conseil des droits de l'homme, parce qu'on n'a rien on est clair, on fait tout ce qu'il faut d'après la loi, donc j'ai pas peur que ceci arrive. Mais il faut changer
l'agenda du Conseil des droits de l'homme. Mais sur le fond, Yitzhak, le rôle de l'ONU, hein, parce que là, on assiste, ça fait déjà, il y a eu d'abord la décision des Américains de se retirer de l'UNESCO, puis la décision des Américains de réduire le financement de l'UNRWA, maintenant la décision américaine de se retirer du Conseil des droits de l'homme. On a le sentiment, et quelque part ça nous rappelle un peu la fameuse formule de David Ben Gurion, Shmoum, c'est-à-dire le très peu d'importance que peut avoir l'ONU. Est-ce que finalement l'ONU a un rôle à jouer? Est-ce que l'ONU finalement, avec son positionnement qui est presque automatiquement anti-israélien, a véritablement joué un rôle quelque part? Franchement, Daniel, ce qui nous agace le plus, c'est que les Nations Unies, que ce soit au Conseil des droits de l'homme ou à l'Assemblée générale, etc., ils sont biaisés contre Israël, et c'est pour cela que nous, ça nous enquiquine. Oui. Et ça nous révolte. Mais l'ONU est important. Il faut bien qu'il y ait une organisation pareille pour protéger, que ce soit les droits de l'homme ou la sécurité nationale ou la sécurité et la paix internationale. Donc c'est nécessaire. Ce qu'il faut faire, les États-Unis, ce qu'ils ont fait à l'UNESCO et maintenant au Conseil des droits de l'homme, etc., c'est une chose qu'il faut franchement apprécier beaucoup et dire merci aux États-Unis parce qu'ils l'ont fait pour nous, pour Israël. Ils ne l'ont pas fait pour quelqu'un d'autre. Bah oui. Mais si je dois être sincère avec moi et trouver une solution, et je crois qu'on doit avoir une grande haleine ou une longue haleine là-dessus, c'est de lutter à l'intérieur du Conseil des droits de l'homme pour le changer. Parce que les droits de l'homme sont importants. C'est pas seulement Israël. Israël, bon, c'est politique, c'est contre nous, c'est biaisé, tout ce que vous voulez. Mais les droits de l'homme en Syrie, les droits de l'homme en Libye, les droits de l'homme en Chine, les droits de l'homme de Dalai Lama, enfin tout le monde. Il faut, oui, vérifier ceci. Donc, à mon avis, les États-Unis, ce qu'ils ont fait, c'est un coup qui est grand. Maintenant, le mot final. Si on veut changer, c'est l'argent, c'est le budget. Oui. Ben oui. Si les États-Unis coupent ces budgets-là, que ce soit à l'UNESCO ou que ce soit à une autre organisation, ce sera un levier de pression. Ça fait une pression qui est tangible, qui est palpable. Oui. Alors, en dehors de ce développement, eh bien, on a eu une information hier qui a été diffusée en exclusivité sur I24 News, selon laquelle, eh bien, le Bahreïn pourrait être le premier pays à instaurer des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, et ce, dans le contexte actuel qui est plus ou moins, on va dire, dévoilé, mais en tout cas plutôt secret qu'au grand jour, de relations, de contacts, d'échanges et de coordination même sécuritaire et de services de renseignement entre Israël et plusieurs pays du Golfe Persique. On parle même de l'Arabie Saoudite et des Émirats Arabes Unis. Alors, est-ce que ça vous semble plausible que le Bahreïn soit le premier à aller vers l'État d'Israël, et pourquoi, si oui? Bah, regardez, moi personnellement, j'aime pas atteler la charrue avant les bœufs. Oui. C'est une information qui vient de source, je crois que c'était un officiel. Pas un officiel israélien qui dit que bon, ça c'est son évaluation, comme quoi le Bahreïn serait le premier à le faire des pays du Golfe. Apparemment, c'est un officiel du Bahreïn même qui aurait fourni cette information. Regardez, aujourd'hui on parle beaucoup et il faut faire tout ça en douceur. Ça me rappelle par exemple que auparavant, on a dit que le Liban serait le second pays pour signer un traité de paix avec Israël. Oui. Et la réalité, c'est que c'était la Jordanie et non pas le Liban. Et ce qui est bon dans toute cette affaire-là, c'est qu'un officiel de Bahreïn qui parle de cette façon-là, que comme quoi Israël n'est plus un péché. C'est pas quelque chose qu'on doit éliminer. C'est une question qui est admise dans cette région-là, et que c'est bon d'avoir des relations diplomatiques avec l'État d'Israël, disons l'État des Juifs dans cette région-là. Et c'est ça la partie qui est positive dans toute cette déclaration-là. Mais pratiquement parlant, je crois que l'enjeu il est beaucoup plus grand parce qu'il y a la question palestinienne, si on le désire ou pas. Les pays du Golfe, y compris le Bahreïn, y compris l'Arabie Saoudite, ne peuvent pas avancer en pleine lumière, en plein jour, sans avoir quelque chose en main sur la question palestinienne. Donc il faut attendre ce qu'on appelle le deal du siècle avec M. Trump pour voir s'il y a une possibilité pareille, que comme quoi on avance dans la question israélo-palestinienne, donc ça peut libérer les autres, y compris le Bahreïn, pour faire des pas qui sont significatifs.
Il y a d'autres estimations. Vous savez que même les Américains ne seraient peut-être pas opposés à voir les choses dans l'autre sens, hein, et de dire plutôt, voilà, on a essayé à de multiples reprises de régler le conflit avant de normaliser les relations entre Israël et les autres pays arabes. Peut-être que finalement la solution se trouve dans une autre manœuvre qui vise à d'abord instaurer des relations diplomatiques entre les pays, on va dire, sunnites modérés, et ensuite que ces pays fassent pression sur les Palestiniens pour aller vers revenir à la table des négociations et conclure un accord. Je crois que c'est un enjeu qui serait un peu, je dirais, dangereux pour ces pays-là sunnites du Golfe. Pourquoi ? Parce qu'ils ont leur opinion publique, ils ont... Ah oui, c'est l'opinion publique qui pose problème. C'est-à-dire il y a une différence entre les régimes et la population. Bien sûr, il ne faut pas oublier aussi qu'au fond, il y a plusieurs personnes dans ces pays-là qui n'aiment pas les régimes monarques, etc. Donc, il faut être un peu prudent dans ce sens-là, et j'en doute que l'Arabie Saoudite ou le Bahreïn ou le Koweït, etc., les pays du Golfe, vont franchir ce Rubicon tout simplement pour dire oui à M. Trump. Il faut qu'on donne quelque chose de plausible entre Israël et les Palestiniens, peu importe qu'il n'y ait pas une solution immédiate, mais le projet, la voie, la direction qui soit acceptable par les deux parties et plutôt par les parties palestiniennes, ceci peut, disons, faire avancer les choses. Donc, il faut être un peu prudent dans ce genre, et il ne faut pas, à mon avis, il ne faut pas parler beaucoup pour ne pas embarrasser ces pays-là qui sont en train d'avoir des relations en dessous de la table, derrière les coulisses, avec tout. Eh bien, Yitzhak Lebanon, merci beaucoup de nous avoir éclairé, nous avoir aidé à décrypter ces informations sur on va dire, à la fois sécuritaire et diplomatique de l'actualité brûlante de ces 2 derniers jours. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Qualité, et bonne journée. Merci et bonne journée. Au revoir. Voilà, il est très exactement 8h25. Nous allons marquer une pause et on retrouve dans quelques secondes Eliana Gurfinkel pour sa chronique Un jour notre histoire.